Dans le monde, il existe des inégalités, des hiérarchies et des violences. Ça, vous le savez déjà. Mais ce qui est plus surprenant, c'est que parmi les millions de personnes qui commettent des violences, la plupart n'ont pas spécialement envie de faire souffrir les autres. Voire ça va à l'encontre de leurs propres valeurs morales. Alors comment expliquer que même dans ces cas, les violences se perpétuent? Ce que nous disent de nombreux travaux en psychologie, c'est que pour se convaincre qu'on n'agit pas de manière horrible et éviter de culpabiliser quand on porte préjudice envers quelqu'un d'autre, on met en place des stratégies de désengagement. Et c'est ce que développe la théorie du désengagement moral. Le concept de désengagement moral a été forgé dans les années 1980 par le psychologue Albert Bandura. Il explique qu'on intègre des normes sociales sur ce qui est bon ou mauvais, par exemple faire du mal aux autres globalement c'est pas ouf, mais pour éviter de culpabiliser quand on fait de mauvaises actions, on peut facilement se convaincre qu'elles sont acceptables, voire nécessaires ou bonnes, surtout quand le contexte social nous y aide. Ce processus de désengagement moral est donc une des causes de la perpétuation des violences et des difficultés à changer nos comportements nuisibles. Les premières recherches étaient surtout centrées sur les violences directes, par exemple les violences militaires. Mais aujourd'hui, on sait que le désengagement moral peut s'appliquer à toute forme de préjudice envers d'autres personnes, y compris les autres animaux et même les comportements non écologiques. Si vous avez déjà vu les vidéos de la chaîne qui parlent de dissonance cognitive, vous allez voir que le désengagement moral se recoupe pas mal avec les stratégies de réduction de la dissonance. D'ailleurs, ces termes sont souvent utilisés ensemble dans les études. Dans son article de 1999, qu'il reprend dans son ouvrage publié en 2015, Bandura montre que le désengagement moral peut passer par différents mécanismes. Il en développe 8 qu'on va illustrer avec des exemples concrets. Notons tout de même que le découpage en 8 catégories, c'est le modèle de Bandura, qui est encore actuel, mais il en existe d'autres. Il y aura notamment des variantes si on se concentre sur un problème en particulier. Première stratégie de désengagement moral, l'euphémisation et l'édulcoration du langage. La stratégie consiste à utiliser un vocabulaire qui va sonner moins violent pour donner l'impression que l'action n'était pas si atroce. Les termes de frappe chirurgicale ou de dommages collatéraux sont des exemples d'euphémismes donnés par Bandura lui-même. On a aussi le terme de remigration qui sonne beaucoup moins violent que déportation. Et on peut donner la palme d'or de l'euphémisation aux nazis, qui, pour désigner le fait d'exterminer des groupes entiers, handicapés, homosexuels, tziganes, juifs, opposants politiques, etc., ont utilisé les termes de traitement spécial, Évacuation, expulsion, réinstallation, dégraissage, migration, nettoyage pacification. et pacification spéciale. Et toujours sur l'édulcoration de la mise à mort, on peut évidemment citer les chasseurs quand ils disent qu'ils prélèvent les animaux. C'est sûr que prélever ou réguler, ça sonne beaucoup moins violent que tuer ou abattre. Même logique dans les laboratoires où le terme d'euthanasie des animaux peut désigner par exemple la décapitation. On a ensuite la justification morale, qui consiste à mettre en avant que les actions commises servent un objectif louable. Comment justifier la transphobie? C'est pour protéger les enfants. Comment justifier le fait que certains milliardaires possèdent beaucoup plus que d'autres, et surtout au détriment de ceux-ci? Parce que ça permet de faire fructifier l'économie et donc in fine tout le monde y gagne. Comment justifier d'envahir un pays? On prétend qu'il est contrôlé par des nazis et qu'il faut le dénazifier. En gros, notre action n'est pas immorale parce qu'elle permet d'avoir telle ou telle conséquence positive, voire des conséquences positives pour les victimes elles-mêmes. Par exemple, pour défendre la consommation de viande, les gens utilisent parfois l'argument du «mais si on arrête de manger de la viande, les animaux vont disparaître, c'est horrible pour eux». Parce que oui, on est tellement altruiste qu'on mange de la viande pour le bien des animaux. Et un exemple typique des violences jugées positives pour les victimes, c'est les violences envers les enfants, qui sont souvent justifiées pour leur bien. Ce serait nécessaire à leur éducation. On peut aussi citer la fameuse mission civilisatrice, largement utilisée pour justifier la colonisation, et qui prétend rendre service aux populations colonisées. Dans la même veine, le porte-parole de l'armée israélienne nous dit, je cite, Nous devons mener cette guerre pour que le Hamas ne soit plus une menace pour les Gazaouis, parce que les Gazaouis payent le prix du Hamas. D'ailleurs, on a décortiqué les stratégies de désengagement utilisées par Israël et ses alliés pour justifier le génocide en cours. Si ça vous intéresse, on a un post entier sur ce sujet sur Instagram. Le lien est en description. Autre stratégie, la comparaison avantageuse. C'est très simple. Il suffit de pointer du doigt d'autres trucs qui sont pires ailleurs, puis d'utiliser ça pour dire que chez nous, ça va. Regardez le sexisme et l'homophobie en Arabie Saoudite, hein? C'est ça le vrai patriarcat. Alors bon, venez pas dire qu'il y a du sexisme en France. Et regardez les émissions de CO2 de la France. C'est pas beaucoup à l'échelle mondiale, hein, et c'est beaucoup moins que les États-Unis ou la Chine. Et vous pouvez pas dire qu'on n'est pas en démocratie. Regardez comment c'est ailleurs. Aujourd'hui s'est installée dans notre société l'idée que nous ne serions plus dans une démocratie, qu'il y a une forme de dictature qui s'est installée. Essayez la dictature et vous verrez. Et il y a aussi ce phénomène de comparaison quand les gens critiquent l'élevage industriel pour défendre que l'élevage à plus petite échelle, ça va, ça passe. Évidemment, certains discours peuvent être rattachés à plusieurs catégories.
Par exemple, le fait de pointer du doigt que les émissions de CO2 sont dues aux autres pays, et pas tellement à la France, ça peut aussi entrer dans le déplacement de la responsabilité. Le problème, c'est pas ma faute, c'est les autres. Alors que les stratégies mentionnées jusque-là visaient à minimiser la gravité du problème, le déplacement de la responsabilité vise à minimiser le rôle des auteurs dans les actes immoraux. Exemple, qui sont les auteurs d'agressions sexuelles? C'est évidemment les autres. C'est les fous, les psychopathes, ou mieux, les étrangers. Ainsi, on se distingue complètement des agresseurs potentiels. Et qui est responsable de ce qui se passe en Palestine? Ben, évidemment, c'est le Hamas. Dans son interview sur Even4 News, le porte-parole de l'armée israélienne dit explicitement l'unique responsable de cette tragédie, c'est le Hamas et ses alliés. Ensuite, la diffusion de la responsabilité. Cette stratégie est un peu plus subtile que la précédente. Ici, on se déresponsabilise en considérant qu'on n'est pas le seul responsable. C'est pas que ma faute, je suis pris malgré moi dans un système qui me dépasse. C'est un phénomène répandu dans les violences d'État, aussi bien pour la Shoah que la guerre du Vietnam ou les violences policières. Les gens peuvent facilement dire « on n'est qu'un maillon de la chaîne, on a juste suivi les ordres ». Un des policiers condamnés par rapport au meurtre de George Floyd a par exemple dit « on n'y pense pas, on ne remet pas en question, on obéit simplement. C'était mon supérieur et je faisais confiance à ses conseils ». Et Rudolf Höss, commandant du camp de concentration d'Auschwitz, a dit lors du procès de Nuremberg « Nous étions tous tellement formés à obéir aux ordres sans même réfléchir que l'idée de désobéir à un ordre n'aurait simplement jamais traversé l'esprit de qui que ce soit. Et quelqu'un d'autre s'en serait chargé tout aussi bien si je ne l'avais pas fait. Je n'ai vraiment jamais beaucoup réfléchi à savoir si c'était mal. » Une autre méthode bien efficace, c'est de minimiser ou ignorer les conséquences de nos actions. Si nos actes n'ont pas de répercussions négatives, on n'a rien à se reprocher. Un exemple flagrant, c'est celui du déni du changement climatique ou de ses conséquences. Si on pense que le changement climatique, c'est pas si grave, voire même qu'il n'existe pas, tout va bien et on n'a plus de raison de changer nos comportements. Les discours négationnistes d'événements historiques comme l'Holocauste entrent aussi dans cette catégorie. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Autre exemple récent prétendent qu'il n'y a pas de blocus humanitaire à Gaza ou qu'il n'y a pas de famine. Si le problème n'existe pas, on n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Et même quand on a des images de gens en train de souffrir en face, on peut toujours nier la réalité. Reconnaissez-vous que vous avez tué des enfants à Gaza? Non, je ne le reconnais pas. Vous ne savez pas comment sont morts ces gens, ces enfants. Les autorités israéliennes vont même plus loin, en accusant le camp adverse de mise en scène. Avec un mot-clé, Pallywood, la contraction de Palestine et Hollywood. Le 9 novembre dernier, c'est le porte-parole de Benjamin Netanyahou qui utilise l'expression dans un message supprimé depuis. Il joint à son poste une vidéo montrant une petite fille se faire maquiller sur un brancard. Sauf que ces images sont extraites du making-of d'un clip libanais. Tous les discours sur la prétendue victimisation rentrent aussi dans cette catégorie. Un article de Valeurs Actuelles titré quant à lui « Le racisme, arme de victimisation massive ». Dedans, on peut y lire « Très rares sont les affaires d'hommes blancs harcelant, intimidant, brutalisant des personnes noires ou maghrébines. Qu'en est-il de l'inverse ?» Et justement, on peut carrément inverser les rapports de force et leurs conséquences. Par exemple, dans certains discours masculinistes, non seulement on considère que les femmes ne sont pas réellement victimes de sexisme, mais c'est justement elles qui sont avantagées par la société. La déshumanisation est le mécanisme qui consiste à dire ou à penser qu'un individu est moins humain ou pas humain et qu'il est donc légitime de moins bien le traiter. La déshumanisation passe largement par la démentalisation, qui consiste à minimiser ou nier les capacités mentales, comme certaines émotions, d'un individu ou d'un groupe. Si les victimes ne sont pas réellement capables de souffrir ou qu'elles ressentent peu ce qui leur arrive, c'est plus facile de ne pas avoir d'empathie pour elles et de justifier de les maltraiter. Le président de la Fédération de pêche de l'Hérault mobilise cette rhétorique en sous-entendant, à contre-courant du consensus scientifique, que les poissons ne souffrent pas, même avec un hameçon dans la bouche. Comme la diffusion de la responsabilité, la déshumanisation ou la démentalisation est très courante dans les crimes de guerre. Les Juifs pendant l'Holocauste, les Bosniaques pendant les guerres des Balkans ou les Tutsis au Rwanda sont des cibles typiques de ce phénomène. Actuellement, les étrangers et migrants, les femmes ou les Palestiniens sont aussi largement ciblés. On peut donner l'exemple classique des femmes considérées comme irrationnelles et émotives, ce qui justifierait leur position de groupe infériorisé. Un eurodéputé d'extrême droite a par exemple dit au Parlement européen And of course, women must earn less than men because they are weaker, they are smaller,
they are less intelligent and they must earn less. That's all. Et en mascotte misogyne nationale, on a Éric Zemmour, qui parmi toutes ses sorties sexistes a dit « Les femmes ont une forme d'intelligence différente de celle des hommes. Je suis désolé de le dire. Et que les grands génies sont hommes. Je sais que ça ne se dit pas, ça aussi, c'est pas féminin correct, mais c'est la vérité. » Autre référence nationale, Jean-Marie Le Pen. Il a tenté d'expliquer les violences commises sur les enseignants par les élèves, non européens bien sûr, avec l'argument suivant. Il n'y a pas d'autre accès à la connaissance que le travail, l'effort, et que cela ne se fait pas dans une ambiance de melting pot physique qui met dans la même classe des jeunes Africains de 14 ans avec des jeunes Européens du même âge, mais ils n'ont pas le même âge biologique ni le même âge mental. Trump fait pareil en s'attaquant à l'immoralité supposée des immigrants dans l'Ohio. Et pour déshumaniser, certains qualifient directement d'autres individus d'animaux. Pas d'animaux au sens biologique évidemment, sinon on est tous des animaux. Là on parle de catégorie sociologique d'animal, qui renvoie à une catégorie infériorisée. These aren't people. These are animals. אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. D'ailleurs, les animaux eux-mêmes subissent ce processus de déshumanisation et de démentalisation. Quand on insiste sur le fait que ce sont juste des animaux ou qu'on affirme qu'ils sont moins intelligents, c'est une stratégie de désengagement pour justifier les violences. Qu'est-ce que c'est le bien-être animal? C'est un animal, il peut se reproduire, il peut manger, c'est tout. Je veux dire, on va limiter quand même les choses. La rationalité, la moralité, l'intelligence, les sentiments sont autant de caractéristiques qui, dans une société spéciste, sont perçues comme spécifiquement humaines. La négation de ces capacités soutient donc l'idée que les individus ciblés n'ont pas la même valeur que les humains dits normaux, c'est-à-dire le groupe le plus privilégié, et justifie donc les violences à leur égard. Et pour finir, il y a le blâme des victimes. Là, on considère que la victime est responsable de ce qui lui arrive. L'exemple qui illustre parfaitement ça, c'est le blâme des victimes dans le cadre des agressions sexuelles, où on va les juger trop aguicheuses, habillées de manière trop provocante, pas assez claires dans leurs refus, etc. De manière analogue, on justifie souvent la grossophobie en disant que si les personnes sont grosses, c'est de leur faute, et qu'elles n'ont qu'à faire des efforts, arrêter de manger autant, faire plus de sport. Et on peut évidemment raconter n'importe quoi pour faire passer l'autre pour un danger qui justifie qu'on s'en prenne à lui. C'est par exemple ce que fait Zemmour quand il parle des mineurs isolés en disant ce sont des violeurs, ce sont des assassins. Tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants? Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Les discours de panique sur l'insécurité servent à stigmatiser et justifier le rejet. Et pour l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on peut citer d'innombrables mensonges. C'est l'Ukraine qui est responsable, elle menace d'attaquer, elle procède à un génocide contre la population russophone. La Russie a dit tellement de mensonges sur ce sujet qu'on pourrait clairement pas tous les lister. Notons que le phénomène de désengagement moral ne concerne pas uniquement des actes qu'on a commis nous-mêmes. On peut mettre en place des stratégies pour éviter de culpabiliser quand les violences ont été causées par un groupe auquel on s'identifie, y compris quand les violences ont eu lieu dans le passé. Beaucoup d'exemples qu'on a donnés peuvent aussi correspondre à ce qu'on appelle des mythes légitimateurs, c'est-à-dire des récits, croyances, idéologies, stéréotypes, etc., qui servent à légitimer les hiérarchies et les discriminations. Alors que le désengagement moral agit plutôt à l'échelle de l'individu ou du groupe, c'est un mécanisme cognitif, les mythes légitimateurs agissent à l'échelle du système tout entier. Ils servent à légitimer ce système. Prenons le cas d'une personne qui pense que les poissons ne souffrent pas ou que manger de la viande c'est indispensable. Si ça se trouve, elle est totalement sincère dans sa croyance et elle y croit parce qu'elle l'a entendu et pense avoir de bonnes raisons d'y croire. Elle n'est peut-être pas dans un processus de désengagement moral. Il n'empêche qu'on peut quand même dire que ces croyances-là sont des mythes légitimateurs. Elles ne sortent pas de nulle part, elles ont une cause et une fonction sociale qui permet de maintenir l'oppression. Donc tout ce qui est culture du viol, ça s'inscrit dans les mythes légitimateurs, avec des mythes du genre les femmes qui disent non peuvent quand même vouloir dire oui, les hommes ont des besoins sexuels irrépressibles, ou une personne qui ne veut vraiment pas arrive à se défendre. De même, pour protéger les inégalités économiques, on a tous les mythes du genre si on taxe plus, les riches vont s'en aller, et ce sera un problème. On peut citer aussi le mythe du ruissellement, et évidemment le mythe de la méritocratie. C'est un mythe légitimateur, selon lequel les gens qui ont réussi l'ont fait uniquement grâce à leurs efforts personnels, et ceux qui n'ont pas réussi peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. On occulte les structures sociales, les héritages économiques, culturels, et les multitudes d'autres causes. D'ailleurs, toujours sur la question économique, les arguments donnés récemment en opposition à la taxe Zuckman, ce sont des bons exemples de mythes légitimateurs.
On peut aussi évoquer la chasse avec l'idée que ce serait indispensable pour réguler, pour préserver l'équilibre des écosystèmes, etc. Et sur ce genre d'exemple, un bon moyen de voir que c'est juste un mythe légitimateur ou une stratégie de désengagement moral, c'est que dès qu'on propose des alternatives, souvent les gens n'en veulent pas et trouvent d'autres arguments pour continuer. Et pour finir, un autre mythe qui revient dans toutes les oppressions, c'est celui comme quoi la hiérarchie et le système social en place seraient naturels et qu'on ne pourrait pas faire autrement. C'est ce qu'on appelle la naturalisation des oppressions. En conclusion, le désengagement moral, c'est un mécanisme de protection psychologique face à ses propres actions ou à celles de son groupe, qui permet de légitimer des violences et de maintenir des comportements néfastes. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Une première piste, c'est d'essayer de contrer le désengagement moral. Par exemple, pour lutter contre la démentalisation, on peut tenter de réindividualiser les victimes, montrer que ce sont des individus à part entière, avec des émotions, des désirs, des intérêts, des envies qui leur sont propres, partager leurs histoires et leurs voix. Dans une étude de 2013, les autoristes ont décrit les musulmans avec des termes rattachés à l'humanité ou avec des termes non liés à l'humanité. Et elles ont ensuite regardé dans quelle mesure les participants chrétiens qui étaient exposés à ces descriptions étaient favorables ou non à la torture des musulmans. Résultat, dans la condition de faible humanité, les sujets étaient plus favorables à la torture que dans la condition de forte humanité. Autrement dit, en modifiant la description d'un groupe, on peut amener un autre groupe à davantage soutenir ou au contraire à refuser la violence à son encontre. Mais il ne faudrait pas penser que les gens font du mal aux autres simplement parce que ce sont de mauvaises personnes. Les recherches sont très claires sur ce point, le contexte est important. Comme le dit Bandura, il faut des conditions sociales favorables plutôt que des personnes monstrueuses pour produire des actes atroces. Les gens sont motivés à justifier les violences, ils ont un intérêt à le faire. Pour prendre un exemple concret, les gens ne mangent pas de la viande parce qu'ils détestent les animaux. Non, ils mangent de la viande et ils trouvent ensuite des justifications pour légitimer ce comportement et éviter de culpabiliser. Un des moyens les plus efficaces pour éviter la violence envers autrui, c'est donc de créer un contexte défavorable à la violence. Donc tout le contraire d'un contexte autoritaire avec de fortes hiérarchies et une appétence pour la répression. Il faut donc résister au fascisme et se mobiliser pour aller dans le sens d'une société progressiste. Mais cet impact du contexte ne doit évidemment pas nous dédouaner de nos responsabilités individuelles. Nous devrions nous méfier de notre propre tendance à justifier nos comportements immoraux. Comme vous l'avez vu, cette vidéo a été faite avec Lila, alias Réfuté, que je vous invite à aller suivre sur ses différents réseaux, notamment Instagram. C'est aussi le retour des vidéos scriptées après plus de 1 an de pause, vu que j'étais pas mal occupé à faire les entretiens pour le podcast. Podcast qui reprend d'ailleurs bientôt avec une 2e saison, et donc abonnez-vous si vous voulez voir les prochains épisodes.